Bonjour Najat, Bonjour, comment allez-vous? ça va très bien, merci. Bon, Et vous? super. Ça va très bien. Contente de vous rencontrer à l'occasion de ce livre très intéressant, Le ghetto scolaire. Et on va parler justement de ce mot ghetto, de l'école, de la façon dont ça évolue dans ce pays au cours de ce petit entretien La Ruche Média. Et alors, on rappelle un peu où vous êtes et ce que vous faites aujourd'hui. Donc, ancienne ministre de l'Éducation nationale, complètement légitime pour parler de ça, présidente de France Terre d'Asie. France Terre d'Asie et directrice France de One. One. Voilà. Alors l'idée c'est, moi ce qui m'a intéressé dans le livre, tout m'a intéressé dans le livre, et vous ne l'avez pas écrit seul, hein, vous l'avez écrit avec François Dubay, qui est sociologue, qui exerce à Bordeaux. Et ce qui est intéressant, c'est le mot ghetto. Je voulais qu'on démarre cet entretien par ça pour voir un peu. On utilise beaucoup le mot ghetto, il fait partie de notre vocabulaire. Hein, il y a une image qui vient des États-Unis un peu quand on pense à ça, mais ça n'a rien à voir. Comment vous définiriez ce mot en France, ce mot ghetto? Ouais, c'est un mot qui n'est pas forcément utilisé par tout le monde pour qualifier les banlieues françaises, c'est vrai. En même temps, comme le disait le regretté sociologue Didier Lapeyronie, il y a du ghetto dans les quartiers français. Ce que ça veut dire, c'est que c'est pas la situation américaine. Néanmoins, il y a une expérience de vie, de parcours de vie faite par un certain nombre d'habitants de ces quartiers populaires qui est synonyme de relégation, d'oubli, d'indifférence des pouvoirs publics, de parcours scolaires qui sont pas forcément toujours de réussite, et on le sait, et d'une certaine façon de ségrégation des établissements scolaires. Alors vous me direz, les territoires eux-mêmes sont ségrégés, on le sait bien, sauf que en fait ce qui se passe dans les établissements, et c'est ça qui nous intéresse, c'est qu'il y a une surségrégation par rapport au territoire. Pourquoi? Parce qu'en plus de la particularité du territoire, plus pauvre, plus riche, vous allez avoir des stratégies familiales de contournement, d'évitement, qui vont conduire ceux qui en ont les moyens, en gros, à retirer leurs enfants de ces établissements ségrégés, et donc à augmenter cette ségrégation. Et tout ça, on l'interroge dans ce livre en essayant d'éviter d'être donneur de leçons, ou moraliste, ou que sais-je. Il ne s'agit pas du tout de pointer du doigt les parents en disant « vous ne devriez jamais fuir le public ». Ce n'est pas le sujet. Le sujet pour nous, c'est quelles sont les politiques publiques qui sont conduites et qui aggravent la situation ou qui, au contraire, pourraient l'améliorer. Tout à fait. Et c'est vrai que c'est un constat. Ça n'est pas un jugement, c'est un constat. Et vous dites aussi des phrases très justes sur le ghetto, on l'emmène avec soi. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui nous marque et qui, le tu veux, tu peux, je voulais avoir votre avis sur cette phrase, ne suffit pas à dépasser une problématique qu'on a connue enfant à l'école. Qu'est-ce que vous pensez de cette phrase? Par exemple, aussi du mot méritocratie. C'est une très bonne question qui revient d'ailleurs régulièrement dans les débats, avec grosso modo certaines personnes qui vous disent mais attention avec votre discours bourdieusien, sociologique, qui enferme, c'est vous qui enfermez les gens et qui les assignez parce que vous expliquez aux plus pauvres que grosso modo leur parcours sera forcément difficile. Il faut bien distinguer deux choses, en tout cas c'est comme ça que moi je fais les choses. Il y a la nécessité d'être lucide sur cette lecture sociologique de la société. Sinon, on remballe tout, on rentre chez soi. On est obligé de regarder, de se confronter à la réalité pour précisément y apporter des réponses. Et la réalité, elle est triste. La réalité, c'est que tous les classements PISA vous le disent, on n'a pas du tout les mêmes chances de réussite scolaire en fonction du milieu social d'où on vient aujourd'hui en France. Et alors même que d'autres pays parmi nos voisins connaissent aussi l'immigration, les inégalités sociales, etc., chez eux, la différence de performance scolaire est bien moins grande qu'elle ne l'est chez nous. Donc nous, notre système scolaire conforte ces inégalités. C'est ça qui est terrible. Donc ça, c'est la réalité à laquelle il faut se conforter. Et puis après, il y a en effet le discours que l'on porte aux jeunes. Et moi, je fais bien la différence. Je suis très souvent dans des établissements scolaires, même maintenant que je ne suis plus ministre. Et à chaque fois que je m'adresse aux jeunes vivant dans des conditions sociales défavorisées, chaque fois je leur dis, mais prenez votre condition de départ comme une chance et pas un handicap, pas du tout. Au contraire, parce que vous partez d'aussi bas, vous allez développer une énergie, vous avez une forme d'urgence à réussir, vous êtes plus mûr, plus jeune en réalité, parce que généralement vous voyez vos parents qui galèrent. Donc en gros, cette espèce d'énergie fait quelque chose de très positif, et moi j'ai remarqué que finalement on est beaucoup plus concentré quand on se dit je
je vais y arriver. On est beaucoup plus concentré quand on n'a pas 1000 distractions autour de soi que quand on vit dans un milieu favorisé où on a 1000 distractions autour de soi. Vous comprenez? C'est cette expérience-là que je fais, y compris avec mes propres enfants. Vous savez, hein, moi j'applique ça à ma propre famille et j'ai cette lecture que je trouve assez intéressante où je me dis finalement, pour mes enfants qui vivent dans des conditions sociales bien plus favorisées que les miennes ne l'étaient, c'est quasiment plus dur de se concentrer sur la réussite scolaire parce qu'ils ont tellement d'activités, de choses à faire, de liberté par rapport à ce que j'avais. Donc moi, je n'étais pas libre. Sur le moment, je trouvais ça difficile. Mais quand j'y réfléchis bien, ça m'a quand même permis de me concentrer sur le travail, sur les efforts que je voulais accomplir. Donc vous voyez que je suis capable à la fois d'avoir cette lecture sociologique d'un côté et de dire politiquement il faut qu'on agisse, et en même temps, quand je m'adresse aux enfants, de ne pas les misérabiliser, de ne pas les enfermer dans cette assignation. Bien au contraire. C'est un discours de principe de vérité, non pas de vérité, mais en tout cas de principe. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous parlez aussi du ghetto des riches. C'est ce que vous venez de dire. C'est-à-dire qu'on stigmatise souvent avec ce terme-là une partie de la population, mais les riches aussi fonctionnent en huis clos aussi. Et peut-être demandent à être mixés pour arriver à penser aussi autrement et faire sens commun. Dans votre livre, c'est bien ce que vous dites. L'idée, c'est de la mixité et d'arriver à développer une école qui soit représentative de la société. Oui, absolument. C'est très important d'abord de comprendre qu'il ne peut y avoir de ghetto scolaire entre guillemets en bas que parce qu'il y a de l'entre-soi en haut. Voilà, ça circule, hein, ces choses-là. Donc du coup, poser la question de cet entre-soi en haut est très important. De se demander pourquoi est-ce que les gens veulent à ce point-là être dans des univers homogènes où ils ont le sentiment que ça va apporter de la sécurité à leurs enfants. Donc déjà, par exemple, cette question de la sécurité, entre guillemets, dans le sens où ils vont être dans un climat scolaire avec plus de discipline, moins de problèmes de comportement. C'est une vraie question, il faut la regarder en face. Donc les pouvoirs publics doivent se dire, oulala, dans les établissements publics où visiblement il y a des problèmes de climat scolaire et de comportement, je dois résoudre le problème très vite. Je ne dois pas laisser ces établissements devenir des repoussoirs à force. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, ils ont, ceux qui font le choix de l'entre-soi, le sentiment que leurs enfants vont y gagner à être avec des élèves de tous bon niveau scolaire, pas d'hétérogénéité, pas de rencontre de l'altérité. En fait, c'est une erreur. Honnêtement, en vérité, ils portent préjudice à leurs enfants en faisant ça parce que, en fait, vous voyez bien le monde dans lequel on vit, la mondialisation, le fait, même dans n'importe quel univers professionnel, de devoir coopérer avec des gens d'autres cultures, d'autres pays, les grandes boîtes. Imaginez si vous débarquez dans une grande boîte et qu'on vous demande de manager des équipes et qui sont faites de gens très différents dont vous n'avez jamais fait la connaissance auparavant. Enfin, je veux dire, il y a un moment donné, on ne peut pas vivre ensemble si on n'a pas grandi ensemble. On ne peut pas travailler ensemble, faire de grandes choses ensemble si on ne s'est pas côtoyer dans l'enfance, l'adolescence. Et cet entre-soi, en fait, c'est ça qui ne permet pas. C'est se côtoyer. Et moi, je trouve qu'il y a une chose qui est quand même particulièrement frappante quand on regarde la défiance croissante de beaucoup de gens à l'égard du politique, c'est qu'on y retrouve quelque chose de ce que je viens de décrire. Les élites politiques, lorsqu'elles sont un peu dans cet entre-soi, qu'elles viennent toutes des mêmes écoles, etc., qu'elles sont passées exclusivement par le privé pour certains, elles arrivent ensuite, elles prennent des décisions politiques, elles font des discours où elles s'adressent aux classes populaires en disant « faut faire ci, il n'y a qu'à traverser la rue et cela ». Mais de quoi vous me parlez en fait? Mais d'où tu connais ma vie? Tu ne m'as jamais fréquentée. Oui, et en fait, cette absence de familiarité, elle est due notamment à l'absence de mixité sociale dans les établissements scolaires. Oui, totalement. Et d'apprentissage de l'autre. Exactement. Ernest Renan, dans une autre époque, je serais d'accord avec vous, ce qui fait nation, c'est d'avoir du commun, et le commun, c'est en partant par la langue, mais c'est s'adapter au mouvement, bien sûr. Et rien que les TikTok et autres choses font qu'on est obligé d'avoir rendez-vous avec le monde entier. Donc c'est là où votre discours est très moderne et pas passéiste. Et si on parle de la carte scolaire, mais rapidement, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a parfois du mal à comprendre parce qu'on se dit que ça a été créé pour justement mixer dans les écoles, mais les quartiers se sont dépeuplés de cette mixité, donc l'école reste l'endroit où finalement on retrouve la même popularité, la même population que dans les appartements habités, par exemple à Pantin. Moi j'habite à Pantin, bon voilà, la mixité ça n'existe pas beaucoup. Et il faut la retirer ou il faut la laisser? Vous dans le livre vous dites qu'il faut la laisser. En
fait, nous, dans le livre, ce qu'on fait, c'est qu'on est hyper pragmatique. Ouais. En réalité, ce que raconte ce livre, c'est une expérience complètement inédite qui est menée à partir de 2015, quand je suis ministre, où je me préoccupe beaucoup de cette absence de mixité sociale. Et donc, je commence par regarder tout ce qui a été fait par le passé et pourquoi ça n'a pas marché. Et je me rends compte qu'en fait, par le passé, quand les pouvoirs publics annonçaient vouloir traiter ce sujet, ils le traitaient exclusivement par le biais de la carte scolaire. Et toujours de la même façon, depuis le haut vers le bas, mesure uniforme. Soit on assouplit toute la carte scolaire, soit on rigidifie toute la carte scolaire. L'assouplissement venait plutôt de la droite, la rigidification plutôt de la gauche. Et comme vous l'avez dit, le problème c'est que les deux solutions, ça va pas, ça marche pas. Parce que l'assouplissement, d'ailleurs Nicolas Sarkozy l'avait fait, ça conduit finalement les familles qui peuvent s'échapper de ces quartiers à s'en échapper, mais du coup celles qui restent sont encore plus surségrégées. Et la rigidification, d'une certaine façon, ça emprisonne les destins. Ah ouais, non seulement j'habite ce quartier pauvre, mais en plus vous m'obligez à aller dans cette école. Donc si vous voulez, cette mesure uniforme, elle ne peut pas marcher. Et donc à partir de 2015, ce que je dis, c'est qu'en fait il faut agir sur d'autres critères, d'autres leviers, et que ces leviers, c'est pas depuis le national qu'on va les dicter au local, c'est sur le territoire, parce que chaque territoire est différent. C'est pas la même chose d'être en ruralité que dans une zone urbaine dense, avec des métros, etc. Donc du coup, les solutions, elles doivent s'adapter. Donc ce que je fais, c'est que je vais voir tous les départements, parce que c'était le collège, moi, qui me préoccupait, c'est là qu'on note une absence de mixité sociale. Et je vais voir tous les départements et je leur dis, écoutez, vous savez quoi, on va travailler, on va concevoir une palette de solutions. Et c'est vous qui allez choisir celle qui correspond le mieux à votre territoire. Nous, le ministère de l'Éducation, on sera là pour vous accompagner, pour mettre des moyens, etc. Mais par contre, c'est à l'échelle du territoire que cette solution, qui peut être une fusion de deux collèges très différents, la destruction d'un collège et la reconstruction à un autre endroit, la lisière de deux territoires, le fait de faire des secteurs multicollèges qui suivent, par exemple, dans une zone urbaine, le tracé de la ligne de métro, parce que finalement, avec un métro, ça rajoute pas de temps, etc. Mais du coup, ça vous permet de traverser plusieurs arrondissements. C'est des choses comme ça. Donc, une palette de solutions. Et les départements qui se sont engagés, donc plusieurs dizaines d'entre eux, ont chacun choisi sa solution. Et s'est engagé un truc absolument génial sur le terrain, c'est-à-dire que des réunions publiques se sont montées avec les parents, les familles, à qui on a expliqué ce qu'il s'agissait de faire, le projet, tout ça, des réserves, des protestations, on les a levées les unes après les autres, on a expliqué, etc. Et donc à la fin, le projet, à chaque fois, a pu être mis en place. Et en fait, cette expérimentation de 2015, j'avais demandé à un conseil scientifique de la suivre pour l'évaluer sur plusieurs années, en suivant les corps d'élèves concernés. Bien sûr, moi, à partir de 2017, je pars, mais cette évaluation scientifique se poursuit. Et donc, en 2023, l'année dernière, au printemps dernier, les chercheurs ont rendu leur évaluation. Et franchement, c'est fabuleux comme résultat. Mais c'est vraiment fabuleux. C'est la première fois qu'on voit des résultats positifs, si vous voulez, sur ces sujets-là. C'est-à-dire que, dans les territoires où ça a été fait, il n'y a pas eu de fuite vers le privé. Alors, c'était quand même ce qu'on nous agitait en permanence, c'est horrible. Non, parce que ça a été bien expliqué, accompagner les parents, etc. Deux, le niveau académique s'en est ressenti positivement. Les élèves les plus forts n'ont pas vu leur niveau baisser, c'était un peu ce qu'on nous disait, nivellement par le bas, etc. Les élèves les plus faibles ont vu leur niveau monter. Franchement, tout bénef. 3, sur le climat scolaire dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire le rapport aux professeurs, les questions de discipline et tout ça, ça s'est largement amélioré. Et enfin 4, sur la question de ce qu'on appelle les compétences psychosociales, c'est-à-dire comment on se projette dans l'avenir, sa place dans la société, l'estime de soi-même, le goût de l'effort, la coopération avec les autres, tout ça a été largement amélioré. Donc du coup, quand cette évaluation sort, moi j'en prends connaissance, on est au printemps 2023, je me dis mais c'est vachement bien, je suis sûre que ça va faire la lune de tous les oui, en fait non. Et en fait pas du tout. Et en fait pas du tout. Je dis mais quoi, mais pour une fois qu'on a des choses documentées, et en plus, je veux dire, la conclusion à tirer de ça, c'est parce que on aurait pu se dire, du coup, parmi cette palette de solutions, il y en a une qui est meilleure. Non, la conclusion à tirer de ça, c'est la diversité des solutions qui permet que ça épouse le territoire. Et donc, du coup, en fait, la suite logique, si on s'était intéressé à cette évaluation, ça aurait été de dire, du coup, la norme désormais va être que chaque territoire doit adopter son plan sur cette palette de solutions. Et qu'on se fixe un objectif de réduction des inégalités socio-scolaires à horizon 3 ans, 5 ans. Et c'est fabuleux et on sait comment faire. Mais en fait, il n'en a rien été. Non.
parce qu'en fait le sujet, on croit qu'il intéresse, mais il n'intéresse pas tant que ça. D'où ce livre pour le remettre dans le pour jeu. le remettre, et c'est vraiment très bien expliqué, parce que même moi je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec cette carte scolaire, et c'est bien expliqué, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de dogme, et vous ne donnez pas de leçons, c'est participer au débat, et un débat important qu'est l'école tout de même. Et il y a une phrase, une idée qui m'a plu dans votre livre, pour terminer cet entretien, c'est que vous prenez l'idée de faire des études à vie. C'est-à-dire que de ne pas être figé par l'école. Arriver à se réinventer. Dans un monde comme celui d'aujourd'hui, on est obligé de se réinventer, on ne peut pas bosser 20 ans dans un même boulot. Je trouve ça génial. Alors ça vous vient d'où cette idée de faire des formations, En fait, si vous voulez, nous, on a constaté une chose, c'est que l'emprise scolaire sur nos vies est très 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 importante et disproportionnée. Et que du coup, c'est parce qu'il y a cette emprise scolaire, pour le dire autrement, le poids du diplôme, je veux dire le fait qu'à 65 ans vous vous retrouviez encore à dire ce que vous avez fait comme étude à 18 ans, on a l'impression que l'école aujourd'hui a le monopole de la reconnaissance des mérites des individus. Et ça met un poids sur les écoles qui est énorme, et ça explique ce phénomène de compétition scolaire où même les parents vont se comporter comme des consommateurs, etc. Et en fait on dit mais c'est terrible parce que nos vies sont longues, je veux dire, de plus en plus longues, et on pourrait imaginer des formes de reconnaissance des mérites multiples qui d'abord soient multiples au moment où on est jeune, voilà, mais qui aussi continuent tout au long de la vie, et notamment dans le milieu professionnel. Alors vous allez me dire, il y a la valorisation des acquis, de l'expérience, mais on sait que ça ne marche pas super bien. Il y a de multiples façons, et notamment en rapprochant les conditions salariales, parce que là on a un vrai problème avec les inégalités salariales en fait sur le marché du travail. On l'a vu pendant le Covid, on s'est tous dit mais pourquoi des métiers à l'utilité sociale si importante sont si faiblement rémunérés? Bon il faudrait en faire quelque chose de cette réflexion maintenant, donc il faut rapprocher vraiment les conditions salariales. Et tout ça, ça permettrait de décharger un petit peu le poids sur l'école, d'éviter d'en faire l'arbitre des élégances qui va dicter si votre vie est une réussite ou un échec. Oui, surtout que l'échec en France, on a du mal à comprendre que c'est juste une expérience. Donc c'est pour ça que ce livre est... Oui, voilà. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Exactement. Non, mais c'est pour ça, vraiment, je vous conseille de lire ce livre qui est moderne. Vous l'avez vu là dans la conversation que je viens d'avoir avec Najat Vallaud-Belkacem. Il y a plein de choses, j'aurais 1000 questions encore à vous poser. Il y a vraiment plein de choses. Vous ouvrez des portes un peu inattendues, et c'est pour ça que moi j'ai voulu vous faire avoir avec vous une autre conversation que la conversation classique sur l'école et ses échecs, etc. On est parti sur vraiment ce qu'est le ghetto et ce qu'est la France et la façon dont l'école a évolué dans ce pays. Et je trouve ça super. Donc merci. Voilà. Merci à vous. Voilà. Donc à très bientôt, et rendez-vous dans les librairies. Oui, avec François Dubès, sociologue qui exerce à Bordeaux. Merci.